Voilà. Alors, tout d'abord, vous indiquez de manière très, très générale et pas spécifiquement par rapport à Israël que les populations s'internationalisent. Il y a comme ça beaucoup plus de mouvements aujourd'hui. Donc, quelques chiffres rapides. 100 000 Anglais résideraient de façon permanente en France. 100 000 Allemands résideraient aussi en France. 500 000 Anglais posséderaient une résidence secondaire en France. 8 millions d'Européens vivent et travaillent dans un autre pays que de l'Union européenne que leur pays d'origine. 3 millions de Français vivent à l'étranger. Il y a beaucoup de Français qui s'internationalisent. Voilà. Et donc, cette mobilité qui est en perpétuelle croissance, elle entraîne des éléments, on va dire, recherchés. Et puis, il y a quelques pièges. Donc, il faut absolument se rendre compte de toutes les inférences d'une alia ou en tout cas d'une résidence différente. Donc, il y a une mobilité des personnes, ça c'est évident, pour des raisons professionnelles, pour des raisons familiales, quelquefois religieuses. Au moment de la retraite aussi, beaucoup de gens qui quittent la France pour aller en Israël, au Portugal, en Espagne, au Maroc. Voilà, il y a quelques destinations comme ça qui sont assez connues. Depuis peu, la Grèce aussi. Et il y a une mobilité des biens parce qu'il y a beaucoup de gens qui achètent un bien ou qui le cèdent à l'étranger. Donc, on n'est plus limité à notre pays. On a des enfants qui bougent beaucoup aujourd'hui et par définition, nous, on bouge beaucoup. On les suit, on va les voir. Donc, les éléments qui sont importants, je vais essayer d'avancer très vite. N'hésitez pas à m'interrompre. Si vous avez bien compris où se trouve le micro, ça ne me gêne pas du tout. Et autrement, de toute manière, on aura une session de questions-réponses à la fin. Donc, il y a un élément qui est très important, qui est la détermination de la résidence fiscale. Alors, le principe, mais vous allez le comprendre, c'est très simple. Si vous êtes résident fiscal français, il y a une obligation fiscale illimitée, ce qui signifie que tant que vous êtes résident fiscal français, vous devez déclarer tous vos revenus et tous vos biens, que ce soit en France ou à l'étranger. Et il y a d'ailleurs, mais c'est plus la partie de Georges David Benayoun, notre avocat, il y a d'ailleurs maintenant des cases qui sont prévues pour ça et qui ont été rajoutées depuis quelques années dans la déclaration d'impôt. Attention, parce que le fisc a beaucoup d'éléments. Et donc, quand il coche une case, c'est qu'il sait déjà qu'on a un compte à l'étranger et il s'agit simplement de le déclarer pour éviter ce qu'ils appelleraient une dissimulation et qui serait sanctionné. Lorsqu'on est non-résident fiscaux en France, notre obligation fiscale elle est bien évidemment limitée et les non-résidents ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu en France, de l'impôt sur la fortune immobilière, d'un certain nombre d'impôts, y compris les droits de succession, on en reparlera, uniquement pour les revenus ou les biens de source française. Alors, il y a plusieurs moyens d'estimer la résidence fiscale et il y a donc l'OCDE, les conventions OCDE qui ont des critères différents du fisc. Donc, je vais vous présenter les deux. Tout d'abord, la convention OCDE considère en premier, sont des critères successifs, donc le foyer d'habitation permanent. Voilà. Il faut comprendre qu'on peut avoir plusieurs foyers. Donc, effectivement, le foyer d'habitation permanent, c'est le foyer au sens du droit français, c'est le lieu où se trouvent ses attaches personnelles et familiales. Toute résidence aussi dont une personne dispose de manière durable et pour elle, au sens des conventions fiscales, un foyer d'habitation permanente. Comprenez par là qu'un des premiers pièges et un des premiers soucis qu'on rencontre quand on fait son alia, c'est que peu de gens vraiment coupent le lien complètement avec la France et décident dans un premier temps, parce qu'ils ne savent pas vraiment si la grève va fonctionner, c'est un saut vers l'inconnu quelque part. Bien globalement, certaines personnes conservent des biens en France et notamment la résidence principale. Donc là, il y a un petit souci puisque quel est votre foyer si vous vivez en Israël mais que vous conservez votre ancienne résidence principale? Donc voilà, pour éviter d'avoir une double taxation ou en tout cas une taxation en France
à laquelle logiquement on devrait échapper. Il y a un certain nombre de choses à faire, et notamment par rapport à l'immobilier. On verra ça la semaine prochaine. Il est précisé qu'une maison qui est louée est effectivement mise à la disposition d'une partie non liée à la personne physique, ne constitue pas un loyer permanent d'habitation de cette dernière, puisqu'elle n'a plus la possession et la possibilité d'habiter cette maison. Alors, après le foyer d'habitation permanent, il y a le centre des intérêts vitaux. Donc, il faut prendre en considération les relations familiales, sociales, les occupations, les activités politiques, culturelles. Voilà, également le siège des affaires de la personne en question et le lieu d'où elle administre ses biens. Voilà. Le lieu de séjour habituel, c'est important, qui dépend de la fréquence, de la durée, de la régularité des séjours qui font partie du rythme de vie normal d'une personne. Sachez que Israël tient ça parfaitement à jour, puisque toute personne qui a fait son alia, ou en tout cas qui dispose de la nationalité israélienne, doit systématiquement présenter son passeport israélien quand il rentre et quand il sort. Et je crois que c'est au Misra d'Aklita ou au Misra d'Apnim que vous pouvez sans aucune difficulté demander vos entrées et vos sorties. L'État tient cet élément à votre disposition et bien évidemment en bénéficie pour apprécier votre résidence en Israël. La nationalité, ça c'est un élément important également. Et dans un dernier cas, si on n'a pas réussi à déterminer de lieu de séjour habituel, si la nationalité n'a pas aidé, si on gère ses affaires de plusieurs centres différents ou de plusieurs pays différents, alors à ce moment-là, en dernier recours, ce sont les autorités compétentes des deux États qui, de manière amiable, vont étudier tous ces documents et déterminer quel est le lieu de séjour. Voilà. Alors, le principe. En France, c'est un tout petit peu différent. On sait si on est résident fiscal français ou pas à travers l'article 4B du CGI. Et lui, il dit en premier, critères d'ordre personnel, le foyer ou le lieu de séjour principal. En deuxième, c'est le critère d'ordre professionnel, l'activité, qu'elle soit salariée ou pas, où est-elle exercée. Et enfin, en dernier, il y a un critère d'ordre patrimonial qui est le centre des intérêts économiques. Donc, on n'est pas là ce matin pour vous parler de fiscal en permanence, mais pourtant, ça a son importance. Comprenez que si vous partez en Israël, vous vivez en Israël et vous travaillez en Israël, vous avez envie de payer vos impôts en Israël. Mais regardez ce troisième critère, qui est le critère d'ordre patrimonial. Si vous conservez le centre de vos intérêts économiques en France, c'est-à-dire que vous conservez quelques centaines de milliers d'euros, quelques millions d'euros investis en immobilier, en assurance vie, sur des comptes bancaires, etc., et que même si vous vivez en Israël réellement et que vous mettez un pied en France 15 jours, 3 semaines, 1 mois par an, eh bien, le fisc français déterminera que votre centre des intérêts économiques est toujours la France. Donc, le premier piège à comprendre vis-à-vis du fisc français, c'est que si on va en Israël, on n'est pas obligé de tout vendre en France. Mais en tout cas, il faut qu'il y ait en Israël une partie prépondérante de votre patrimoine. Bien évidemment qu'on ne peut pas tout vendre. On ne peut pas tout vendre parce que par moment, on a un locataire. Et donc, peut-être que le prix de vente qu'on obtiendrait compte tenu de ce loyer est inférieur au prix de vente nu du bien. On pourrait très bien avoir acheté ce bien récemment, enfin pas trop récemment, mais avoir des plus-values qui sont telles que ce n'est pas un bon conseil de le vendre aujourd'hui. Donc, on ne peut pas tout vendre. C'est rare que certaines personnes coupent complètement le lien avec la France, ferment leur compte bancaire, vendent tous leurs biens immobiliers, etc. Cela arrive, mais en tout cas, ce qu'on rencontre avec Georges et avec tous les conseils d'experts alias, c'est des personnes qui ont des difficultés à couper le lien. Alors, la détermination de la résidence fiscale, vous avez bien compris ces critères, sont considérés comme résidents fiscaux français les personnes qui ont leur foyer en France, vous l'avez compris. Voilà un certain nombre d'arrêts
du Conseil d'État qui détermine de manière claire, nette et précise que si on habite en France, ben bien évidemment, fiscalement, on dépend de la France. Le deuxième élément, c'est l'activité professionnelle, car certaines personnes font ce qu'on appelle, nous, une alia Boeing, et effectivement vivent en Israël, mais ont une activité en France, et c'est de plus en plus facile. Nous en sommes le bon exemple avec Expert Alia, puisque toutes nos réunions désormais, ou presque toutes, sont réalisées à travers le type d'outils auquel vous êtes connecté ce matin. Donc, on peut effectivement travailler à distance. Mais si cette activité professionnelle est basée en France, alors on est toujours résident fiscal français. Et il y a un certain nombre d'arrêts du Conseil d'État. Et puis, concernant le centre des intérêts économiques, c'est ce que je vous disais, si vous vivez à l'extérieur, disons en Israël, puisqu'on est, on est ce matin dans une réunion Expert Alia, que vous travaillez en Israël, mais que vous avez conservé des revenus locatifs en France de manière conséquente, eh bien, votre centre des intérêts économiques sera la France. Vous voyez, il y a un certain nombre d'arrêts du Conseil d'État également qui l'ont déterminé. Donc là-dessus, on n'est pas dans l'inconnu, on n'est pas en train d'essuyer les plâtres, on sait exactement comment ça se passe. Alors, le foyer ou le lieu de séjour principal en France, il s'entend, c'est le lieu où habite normalement le contribuable et il a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles. Très important, le lieu de résidence des enfants, s'ils sont mineurs, détermine clairement que la résidence fiscale est en France. Le meilleur exemple, en tout cas le plus connu, était Yannick Noah, qui est parti vivre à un moment donné en Suisse. Il voyageait beaucoup. Il vivait en Suisse, il ne souhaitait pas payer ses impôts en France où il était peut-être 2 mois ou 2 mois et demi dans l'année. Et en tout état de cause, il a perdu son procès parce que ses enfants étaient scolarisés en France. Et donc, on a déterminé que c'était un lien très important. Donc, le lieu de séjour, le lieu de résidence des enfants mineurs est fondamental. Par contre, il faut comprendre que le lieu de résidence des enfants majeurs et sans incidence pour déterminer le lieu du foyer des parents. Et il faut comprendre aussi que quelquefois, ah oui, on a aussi du mal à oublier sa carte vitale. Eh bien, quelquefois, il peut y avoir des soins médicaux qui font qu'on est obligé de passer quelques mois en France, où certains ont pu être bloqués en France avec le Covid. Donc, s'il y a des éléments qui font qu'on est obligé de vivre en France pendant un temps et que c'est pour une raison médicale, le fisc n'en tient pas rigueur, ou en tout cas n'en tient pas compte pour déterminer qu'une certaine année, vous avez passé 7 ou 8 mois en France, même si votre lieu de résidence est en Israël. Voilà, donc il y a quelques petites souplesses. C'est sur les enfants majeurs, là on est tranquille, et sur des soins médicaux qui sont un élément indépendant de votre volonté. Alors, les notions de foyer et de lieu de séjour principal sont exclusives l'une de l'autre. Voilà, la notion de foyer renvoie à celle de résidence habituelle et revêt donc un certain caractère de permanence. Et c'est un critère évidemment prioritaire d'imposition. Voilà. Le séjour principal en France est caractérisé, écoutez bien, lorsque le contribuable a résidé en France plus longtemps que dans aucun autre État au cours de la même année. Donc, il ne s'agit pas, c'est une fable, de parler de cette histoire de 6 mois. Il n'y a aucun texte qui l'indique. Mais si effectivement, vous passez 3 mois de vacances en Asie ou aux États-Unis pour voir vos enfants, 5 mois en France et 4 mois en Israël, même si votre résidence principale est en Israël, vous aurez résidé plus longtemps en France au cours de la même année. Attention. Donc, ce n'est pas cette histoire de 6 mois, c'est une histoire de pays dans lequel on a résidé le plus longtemps au cours d'une même année. D'accord. Et évidemment, peu importe que les intéressés vivent à l'hôtel ou dans un logement mis gratuitement à leur disposition, puisque aujourd'hui, vous savez bien que quand on rentre dans un pays, il y a immédiatement les éléments qui sont stockés, qui sont scannés. On sait quand vous êtes rentré, on sait quand vous êtes sorti, donc il n'y a pas de difficulté là-dessus. L'activité professionnelle,
qu'elle soit salariée ou non, c'est un critère important pour déterminer le caractère de résidence fiscale. Et l'activité principale s'entend de celle à laquelle le contribuable consacre le plus de temps effectif, même si elle ne dégage pas l'essentiel de ses revenus. Voilà. Et si on ne peut pas apprécier un tel critère, c'est-à-dire celui où le contribuable passe le plus de temps, à ce moment-là, on en revient à considérer que l'activité principale, c'est celle qui procure à l'intéressé la plus grande part de ses revenus mondiaux. Voilà, donc il y a certaines souplesses, comprenez bien, heureusement, c'est pas on ne doit pas vendre tous ses biens avant de partir en Israël, faire son alia. On ne doit pas arrêter complètement une activité principale en France, mais en tout cas, c'est vraiment à apprécier au cas par cas. Et nous sommes là à Expert Alia pour avoir des entretiens et regarder de manière sur mesure, complètement sur mesure, ce qui correspond à votre cas particulier et en tirer les conséquences. Alors, bon, il y a une nouveauté, mais j'aimerais bien que vous soyez concernés, mais pour autant, c'est quand même assez rare. Le Conseil d'État a institué un nouveau cas de figure où même si on vit à l'étranger, même si on passe 0 jour en France dans l'année, mais qu'on est dirigeant d'une grande entreprise dont le siège social est en France avec un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions d'euros, alors on est résident fiscal français. Voilà, c'est tout nouveau. Ah oui, d'accord. Pardon? Il y a une question? Non, pas du tout. Non, je répétais le montant, 250 millions. 250 millions d'euros, oui. Oui. Si vous êtes à 245, tout va bien. Je suis content pour vous. Alors, le centre des intérêts économiques en France, important. C'est le lieu où le contribuable a effectué ses principaux investissements, où il possède le siège de ses affaires, d'où il administre ses biens, où il a le centre de ses activités professionnelles, ou d'où il tire la majeure partie de ses revenus. Donc, il faut vraiment, vraiment faire attention parce que autant les 2 premiers cas, quand on a décidé de partir en Israël, on vit en Israël et souvent on y exerce une activité, mais de temps en temps, on n'exerce pas d'activité en Israël, mais on conserve des revenus locatifs en France. Donc, au bout d'un moment, clairement, les revenus locatifs sont un centre d'intérêt, enfin, en tout cas, pourrait déterminer le centre des intérêts économiques. Donc, il y a 2 solutions. Soit on vend, soit on garde… Non, il y a plein de solutions. Ah, d'accord. Donc, je ne peux pas tout faire ce matin. D'accord. Pour le moment, je passe de manière superficielle sur tous ces éléments et on rentrera dans les éléments et bien évidemment, au-delà de la réunion de la semaine prochaine sur l'immobilier, ensuite, il y aura le sur-mesure qu'on pourra gérer. D'accord. Alors, de temps en temps, il y a des conflits de résidence. Donc, il convient de regarder s'il existe une convention fiscale permettant de déterminer le pays de résidence. Voilà. Essayons de ne pas se retrouver dans cette situation. Alors, un individu sera considéré comme résident fiscal en Israël s'il y séjourne plus de 183 jours durant l'année fiscale et résident fiscal français si son épouse et ses enfants vivent en France. Donc, c'est très, très important de savoir si l'ALIA est faite pour toute la famille. Alors, les résidents fiscaux français sont soumis à une obligation fiscale illimitée, ça vous l'avez compris. Les non-résidents sont soumis à une obligation fiscale limitée aux biens et aux revenus qu'on conserve en France. Voilà, et l'étendue de cette obligation trouve à s'appliquer au regard évidemment de l'impôt sur le revenu, mais également de l'impôt sur la fortune immobilière, des droits de donation, des droits de succession, et toujours sous réserve de l'application des dispositions conventionnelles adoptées entre les 2 États concernés. Alors, simplement, sachez qu'il y a une convention entre la France et Israël et que cette convention, ou une convention de manière générale entre 2 États, s'impose aux lois des États. Donc, la convention, c'est quelque chose qui a été établi et les États ne cherchent pas à revenir là-dessus. Donc, il
il n'y a pas de réel conflit. Il faut regarder la situation au regard de la fiscalité française, bien évidemment, qui cherche dans beaucoup de moyens à taxer, et puis la protection qu'on pourrait avoir à travers la convention fiscale franco-israélienne. Elle permet de déterminer la résidence fiscale en cas de conflit de résidence, cette convention, mais elle permet surtout d'éviter les doubles impositions. Je vais aller un petit peu vite parce qu'on a beaucoup de choses intéressantes. Voilà. La date de changement de résidence définit les obligations fiscales du contribuable. Ça, c'est assez évident. En matière d'impôt sur le revenu, bien évidemment, c'est la date de départ. Donc, on doit ses impôts, par exemple, jusqu'au 18 mai, si on est parti le 18 mai. Et ensuite, bien évidemment, on est taxé dans le pays dans lequel on a été à partir de la date où on y arrive. En matière d'ISF, enfin l'impôt sur la fortune, plutôt d'IFI, impôt sur la fortune immobilière, c'est la date du 1er janvier. Donc, si on fait son alia le 3 janvier, eh bien, à partir de là, son patrimoine étant en France, on doit payer pour l'année en question, pour toute l'année, l'impôt sur la fortune immobilière, puisque c'est l'état du patrimoine, c'est une photo du patrimoine qui est dressée au 1er janvier. Excusez-moi, je fais une toute petite pause. Non, on avance. En matière de donation et de succession, la date du fait générateur de l'impôt, c'est bien évidemment la date de la donation ou de la succession. Enfin, de la succession, la date du décès. Et si on fait une donation, c'est la date d'enregistrement de l'acte. Je passe un petit peu plus vite. Précaution à prendre pour les personnes ayant eu une ou plusieurs résidences secondaires en France ou leur activité professionnelle principale en France, il faut vraiment faire attention. Alors, les aspects pratiques du transfert de résidence fiscale, il faut évidemment garder la facture de déménagement, les documents douaniers, la date d'inscription des enfants à l'école, la date de prise de bail ou la résiliation, la date d'achat ou la vente de résidence constituant le domicile, les informations des banques, afin de convertir les comptes bancaires en comptes résidents ou non résidents. Ça, beaucoup de gens oublient de le faire. Donc, si on ne le fait pas, on est toujours considéré comme un résident fiscal français. À un moment donné, si on est parti, il faut effectivement convertir son compte bancaire. Voilà, en cas de délocalisation, il faut informer recommander le centre des impôts de sa nouvelle adresse, en précisant que cela emporte transfert de résidence fiscale hors de France. Il y a également, très important, j'aurais dû le mettre en gras, mais la réorganisation du patrimoine, et puis des formalités liées à l'exit tax, des informations de caisse de retraite, des informations de compagnie d'assurance, et surtout la consommation d'EDF et d'électricité. Si on conserve un bien, l'État a les moyens de se rendre compte si effectivement vous êtes, même si vous êtes rentré en France, on va dire en voiture, et pas à Roissy ou à Orly, bien évidemment, on peut se rendre compte que vous avez résidé dans votre ancienne résidence principale avec la consommation d'EDF et d'électricité. Voilà, donc il y a des contentieux, il faut faire attention. Il faut vraiment qu'on s'interroge sur toutes ces questions. Et la liste est longue. Il y a aussi un élément important, c'est l'endroit où on vote. Quelquefois, on oublie ça, mais si on se présente à son bureau de vote systématiquement en France, ça veut dire que quelque part, une partie de ses intérêts économiques se trouve en France. Voilà. Alors, les revenus immobiliers dans le cadre international, je vais les passer. Je vais les passer parce qu'on va aborder ça la semaine prochaine. Donc, sur cette partie-là, je vais avancer un peu plus vite. Au niveau des impôts, c'est très compliqué quand il y a une double imposition. Il y a plusieurs méthodes.
il y a le taux effectif. Le taux effectif, c'est le taux que vous auriez dû payer en France. Donc, si vous avez payé 15% en Israël, mais qu'en France, vous auriez dû payer 40, eh bien, on ne va pas vous faire payer 40, on va vous faire payer 40 moins les 15 que vous avez payés. Mais en tout état de cause, il y a des calculs qui sont un petit peu compliqués. Quelquefois, le crédit d'impôt est égal à l'impôt à l'étranger. Quelquefois, le crédit d'impôt est égal à l'impôt français. Cela dépend des situations. C'est trop complexe à aborder ce matin. Mais en tout cas, c'est important de savoir que c'est un vrai sujet. Et puis, il y a les contributions sociales et les conventions internationales. Il faut savoir que malheureusement, la CSG et la CRDS sont assimilées à de l'impôt sur le revenu. Et quelquefois, sur certains sujets, on est encore soumis à la CSG-CRDS. Ça n'a l'air de rien parce que ça se rajoute à l'impôt, mais c'est quand même 17,2%. Donc, il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait. Alors, pour les non-résidents qui ont des biens immobiliers en France, bien évidemment, il y a un principe universel de taxation en France, de la même manière qu'un Allemand qui aurait un bien en Thaïlande devrait payer un impôt, enfin les impôts relatifs à son immobilier en Thaïlande, évidemment en Thaïlande. Donc ça, c'est une norme OCDE, presque tous les pays du monde, je devrais dire 98 ou 99% fonctionnent de cette manière, et on comprend bien que l'imposition du bien immobile, donc de l'immobilier, est effectuée dans le pays où cet immobilier se trouve. Rapidement, pour vous le dire, sachez que vous êtes imposé au minimum à 20% au premier euro, avec donc les prélèvements sociaux de 17,2. Ça fait 37,2%. Par contre, si on dépasse les 27 794 euros par an, c'est-à-dire un peu plus de 2300 euros par mois, on se retrouve à un taux de 30%, plus 17,2% d'impôt, c'est-à-dire 47,2%. Donc la moitié des loyers va évidemment directement à Bercy, sans parler de tout ce qu'il faut payer par ailleurs. Sur les plus-values, il y a toujours un impôt de 19% et il y a toujours les prélèvements sociaux. Les modalités de calcul sont un tout petit peu différentes parce qu'on a une possibilité. D'abord, on a une exonération sur la résidence principale. Je ne sais plus qui tout à l'heure a dit qu'ils avaient fait leur alia en juillet de cette année. Donc, Mazel Tov pour eux. Mais sachez simplement que si vous aviez… C'était Martine. C'est ça, c'était Martine Mallet. C'est ça. Martine, oui. Martine et Jacob Mallet. C'est oui. ça. Voilà. Donc, il faut savoir que sur votre ancienne résidence principale, vous pouvez la vendre, il y a une tolérance jusqu'au 31 décembre 2023, mais à condition qu'entre-temps, elle n'ait pas été louée. Et de toute manière, plus la durée est longue, plus on a de soucis avec l'administration. Donc, logiquement, a priori, il faut la vendre. Ou autrement, décider de la conserver et de la louer, ce qui provoquerait un revenu. Mais si, plus tard, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, vous décidez de la vendre, à ce moment-là, il faut bien comprendre que vous perdez l'exonération fiscale la plus importante en France, puisque sur la résidence principale, on a une exonération tant d'impôts que de prélèvements sociaux. Donc, on a acheté un bien 200 000 euros, on le revend 800 000 euros. Si c'est votre résidence principale, vous ne devez rien à l'État français. Simplement, c'est encadré. Et si, bien évidemment, vous le comprenez, vous avez loué ce bien pendant quelques mois, où il a été utilisé, à ce moment-là, vous perdez cet avantage fiscal, à mon avis, le plus important en France. Dans la condition où on devient résident israélien, fiscal. Oui. Non, c'est pareil pour un Français aussi. C'est-à-dire que si on a une résidence principale et qu'on l'a louée, elle a perdu son critère de résidence principale. Ah non, et ça devient un bien locatif. D'accord. Non, mais on a un bien, mais on ne l'a pas vendu encore. Mais on ne peut pas parce qu'on a des biens en France. Donc ça, c'est un gros problème. C'est pour ça que la réunion nous intéresse. Et celle de jeudi, encore plus bénéfique. Ouais, voilà, parce qu'on a plusieurs biens, on ne peut pas vendre comme ça. C'est toute notre vie. C'est notre vie. J'entends, ça se détricote pas comme ça, mais pour autant,
il y a des inconvénients fiscaux. Il faut vraiment en avoir conscience. On pèse le pour et le contre. Et si vous avez plusieurs biens, à ce moment-là, on fera une réunion individuelle et je vous dirai quelles sont les inférences du fait de les conserver ou les solutions. Si vous voulez absolument les conserver, il y a des solutions. Donc, on verra ça jeudi prochain. Oui, d'accord. Okay. Comprenez que si le bien est appliqué est détenu dans une SCI, ce n'est pas gênant. Une SCI, c'est assez transparent la plupart du temps. Et il faut savoir quand même qu'on a une exonération de plus-value outre la résidence principale, sur un bien quel qu'il soit. Je vais vous montrer ça. Donc, on a les mêmes abattements qu'en France. Désolé, on va attendre que ça s'arrête. Voilà, je vous montre un exemple. Désolé, je suis en réunion. Voilà, vous avez pour un non-résident, vous avez quelques exemples. Imaginons une plus-value brute de 500 000 € sur un bien. Vous avez deux colonnes, la colonne fiscale et la colonne sociale. Donc, vous avez un abattement au niveau fiscal de 150 000 €, plus des abattements de durée. Voilà, donc la plus-value imposable serait de 350 000 €. Par contre, l'abattement au niveau social, c'est un petit peu plus compliqué, c'est 1,65 % par an les premières années. Appliquer ça sur 5 ans, en excluant les 5 premières années, ça revient à un abattement de 8,25 au niveau social et de 30 % au niveau fiscal. Ne compliquons pas trop les choses. Donc, au niveau fiscal, vous allez payer de l'impôt sur 350 000 € et au niveau social, vous allez payer de l'impôt sur 458 750 €. Cette exonération que vous avez sur un bien seulement, c'est l'exonération de l'article 150U2 et c'est 150 000 € par contribuable. Donc, pour un couple, par exemple, résident à l'étranger, non résident, qui déciderait de vendre un bien, outre l'abattement pour durée de détention auquel on a tous droit, on aurait une exonération de 150 000 € fois 2. 150 000 € qu'on retire des 350 000 €, il n'y a plus que 50 000 € qui sont imposables. Et donc, la taxe, il y a une petite taxe de plus-value qui est de 500 €. À l'arrivée, on a un impôt de 9 500 €. Pour le même bien, d'accord. Ça peut être très, très bien d'utiliser effectivement. Donc, c'est important. Quelquefois, on se pose la question, est-ce que je vends avant de partir? Est-ce que je vends après être parti, etc. Il y a des inférences. On fait les calculs bien par bien. C'est notre activité, c'est notre quotidien chez Experalia. Et là, donc, au niveau social, il y aurait 11 906 € d'impôts à payer. Donc, au total, le fiscal plus le social, on aurait 21 406 €. Alors que si on avait vendu en tant que Français, en tant que résident, on aurait sur ce bien-là, en le vendant avec 500 000 € de plus-value, 145 905 € d'impôts entre le fiscal et le social. Donc, vous voyez que quelquefois, ça peut être intéressant de vendre en tant que non-résident plutôt qu'en tant que résident. Sauf si on le détient depuis plus de 20 ans. Sauf si on le détient depuis 30 ans, puisqu'il y a une exonération fiscale sur 22 ans. On n'a plus d'impôt à payer quand on le détient depuis 22 ans. Malheureusement, la vraie saloperie, ça ne s'appelle pas autrement, c'est le social, puisqu'on a des prélèvements sociaux de 19,2 %, mais il faut comprendre que vous avez un abattement qui n'est pas linéaire et qui est pendant, je crois, 20 ans de 1,65 % par an. Donc, 20 fois 1,65, ça fait 33 %. Et en fait, c'est les dernières années où on a des abattements de 6, 7, 8 % par an. Donc, vous pouvez très bien avoir passé 22 ans et devoir encore beaucoup de prélèvements sociaux. Donc, il faut avoir en tête que c'est 22 ans au niveau des impôts, 30 ans au niveau des prélèvements sociaux. D'accord. L'exit tax, je vais la passer parce qu'on n'aura plus de temps sur les questions-réponses.
Mais si vous avez des questions, évidemment, j'y répondrai. Il y a quand même une chose qui est importante, c'est de comprendre que la détermination du régime matrimonial dans le temps est quelque chose qui peut bouger. C'est un truc absolument incroyable. Voilà, donc on n'a pas beaucoup de problèmes sur les mariages qui ont été réalisés avant le 1er septembre 92, puisqu'on a une fixité du régime matrimonial. Donc si on a dit qu'on était en communauté, on est en communauté. Si on a dit qu'on était en séparation de biens, on est en séparation de biens. On n'a pas de souci. Voilà, je passe très très vite. La règle, c'est que le régime matrimonial, c'est celui du premier domicile commun, effectif et stable des époux, donc 2 ans ou plus après le mariage. C'est ça qui détermine le régime matrimonial. Dans certains cas, c'est la loi nationale commune. Voilà. Et surtout, c'est très important, mariage avant le 1er septembre 92 égale immutabilité du régime au jour du mariage. Voilà, donc on peut changer de régime chez un notaire, mais on n'a pas un régime qui change sans qu'on soit averti. Par contre, entre le 1er septembre 92 et le 28 janvier 2019, c'était à peine il y a 3 ans, c'est la Convention de La Haye. Et franchement, ça, c'est pas terrible parce que le régime matrimonial peut muter. Alors, c'est a priori le régime matrimonial de la première résidence habituelle des époux. Mais bien évidemment, si vous vivez dans un autre pays, au bout de quelques années, vous adoptez sans le savoir un régime matrimonial différent. Donc, vous pensez être en séparation de biens, c'est une chose. Et puis, à un moment donné, vous vous retrouvez en communauté légale. Ça veut dire que les biens appartiennent en commun aux 2 époux. Donc, il faut faire très, très attention. Et évidemment, c'est le genre de choses qu'on peut gérer avec son notaire puisqu'on peut choisir. Moi, je parle simplement, je suis là pour vous attirer sur les pièges de ces régimes matrimoniaux. En tout cas, cette date, retenez-la, 1er septembre 92 au 28 janvier 2019, c'est-à-dire quand même une trentaine d'années, entraîne une mutabilité de ce régime matrimonial. Heureusement, depuis le 29 janvier 2019, on a un règlement européen sur les régimes matrimoniaux. Ça a changé et il y a une loi unique. Voilà. Et à défaut de choix express, bien évidemment, on peut toujours choisir, mais à défaut de choix, on a le régime matrimonial de la première résidence habituelle commune des époux. À défaut, c'est la loi nationale. Voilà. Et c'est une portée universaliste, quel que soit le pays dans le monde où on se retrouve, il n'y a pas d'effet rétroactif, comme avec cette loi de La Haye, ce règlement de La Haye qui n'est pas génial. J'aborde la succession. Je vais aller très, 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 très vite avec ce tableau pour que vous compreniez. Si vous êtes résident en France, vous avez une imposition en succession sur la totalité de vos biens mondiaux. Bien évidemment, il y a le cas de figure où on est non-résident. Alors, non-résident, c'est une règle de 6 ans au cours des 10 dernières années. Donc, si on n'a pas vécu en France plus de 6 ans au cours des 10 dernières années, alors à ce moment-là, on a une imposition des biens mondiaux. Enfin, si on a vécu plus de 6 ans, on a une imposition des biens mondiaux en France. Et si on est non-résident de France, cette fois-ci, alors il y a aussi le cas des héritiers. Ouh là là, excusez-moi. Le défunt est ici, dans ce tableau. Donc, le défunt peut être résident. On comprend bien que s'il est résident, quels que soient les héritiers, s'il est résident fiscal français, il devra payer ses droits de succession en France. Par contre, dans le cas où il est non résident de France, il y a 2 cas. Il y a le cas de figure où les héritiers sont résidents français ou non résidents français. Si les héritiers sont résidents fiscaux français, eh bien, la France a institué une règle, et c'est le seul pays au monde qui dit qu'on peut vivre dans un autre pays, avoir tout son patrimoine ailleurs, mais si ces héritiers sont en France, à ce moment-là, les règles ne changent pas, c'est comme si on était décédé en France, et donc pour les héritiers, il y a imposition sur les biens mondiaux. Et par contre, parce qu'on a le cas de figure évidemment en Israël, d'enfants on vit en Israël et on a, au moment de la retraite, et on a encore des enfants qui vivent en France et des enfants qui vivent ou en Israël ou dans un autre pays du monde. Eh bien, il faut savoir que pour les non-résidents,
il y a une imposition uniquement sur les biens détenus en France. Si par contre, vous transmettez à un enfant qui vit en Israël, alors que vous-même êtes résident fiscal israélien et avez votre patrimoine en Israël, la France n'a plus rien à voir avec la succession. Elle a à voir avec la succession si les biens sont situés en France ou si l'héritier est situé en France. D'où mon dernier petit tableau. Dans un premier temps, il y a les règles civiles. Les règles civiles sont celles qui déterminent combien doit percevoir le conjoint au minimum ou au maximum et combien doit hériter l'enfant au minimum et au maximum. Donc, ce petit tableau est bien utile parce que comprenez bien que si le conjoint vit avec vous, bien évidemment, sur les biens étrangers en France, il doit 0% d'impôt et sur les biens français, il doit 0% d'impôt. Alors, ce n'est pas non plus une bonne idée que de dire je transmets tout à mon épouse et puis pour mes enfants, ils attendront parce que globalement, ça peut représenter des impôts qui sont trop lourds si tout le patrimoine est amené à la deuxième succession. Il y a le cas des enfants qui sont résidents en France. Alors là, ce n'est pas compliqué. Si les biens sont en étranger, il doit 100% d'impôt. Et si les biens sont en France, il doit 100% d'impôt. Et puis, comprenez qu'il y a des enfants qui sont non résidents et qui vont hériter. Alors, sur les biens qui sont en France, ils vont payer l'impôt, tout à fait normalement. Mais sur les biens à l'étranger, si vous m'avez suivi, ils payeront 0 impôt. D'où l'intérêt de connaître ces lois et de comprendre que plutôt que de dire j'ai des appartements et c'est 50-50 entre mes, ou c'est un tiers entre chacun de mes enfants, c'est un petit peu dommage parce qu'il vaut mieux transmettre les biens à l'étranger à l'enfant qui réside à l'étranger sur lequel il payera 0 impôt et les biens qui sont en France, de toute manière, pour les enfants qui sont résidents en France, ils vont payer l'impôt que le bien soit en France ou à l'étranger. Donc, on a des arbitrages à faire aussi dans son testament.